La pluie tombait avec une douceur régulière sur la ville ce matin-là, enveloppant les rues d'un voile gris et apaisant. Clara Moreau poussa la lourde porte en bois du journal Le Matin Éternel et pénétra dans le hall des archives. L'air y était frais, chargé de cette odeur particulière de vieux papier, de poussière et de temps accumulé. Elle s'arrêta un instant sur le seuil, laissant ses yeux s'habituer à la pénombre douce qui régnait à l'intérieur. C'était son premier jour. À 27 ans, après des années d'études en histoire et en conservation du patrimoine, elle venait d'être nommée archiviste junior. Pourtant, en franchissant le seuil, elle ressentit une étrange mélancolie, comme si le bâtiment lui-même portait le poids silencieux de milliers d'histoires oubliées. Un employé d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants, l'accueillit sans un mot superflu et la conduisit à travers un long couloir bordé d'étagères métalliques. Le silence était profond, seulement troublé par le bruit feutré de leurs pas sur le linoléum usé. Le bureau qui lui était attribué était petit, mais agréable. Une fenêtre donnait sur une cour intérieure tranquille. Une lampe ancienne à abat-jour vert diffusait une lumière chaude et tamisée. Les murs étaient couverts de casiers remplis de dossiers soigneusement alignés. Une fois seule, Clara s'installa lentement. Elle passa la matinée à découvrir le système de classement, à ranger quelques documents et à se familiariser avec l'atmosphère paisible et un peu solennelle des lieux. Vers la fin de la matinée, poussée par une curiosité tranquille, elle tapa dans le moteur de recherche interne les mots « Dossier 49 ». Aucune correspondance. Elle essaya plusieurs variantes. Affaire 49, dossier numéro 49, 1994 Valmont. Toujours rien. Intriguée, elle descendit au sous-sol, dans la grande salle des archives physiques. L'air y était plus froid, presque humide. Des rangées interminables de boîtes numérotées s'étendaient sous la lumière pâle des néons. Ses doigts glissèrent lentement sur les étiquettes jusqu'à ce qu'elle trouve la boîte portant le numéro 49. Elle était vide. Clara resta longtemps devant cette boîte ouverte, le regard fixé sur l'intérieur désert. Sur l'étiquette jaunie, on pouvait encore lire, tracé à la main avec une encre passée, « Dossier 49 Affaires Valmont 1994 ». Un léger frisson la traversa. Pourquoi cette boîte était-elle vide? Et pourquoi le système informatique ne gardait-il aucune trace de son existence? Elle referma doucement le couvercle et remonta à son bureau, l'esprit troublé. C'est à ce moment que son téléphone sonna. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. Elle décrocha. Une voix d'homme, âgée et légèrement rauque, lui parla avec une lenteur mesurée. « Mademoiselle Moreau ? Je m'appelle Paul Moreau. Je crois que nous sommes parents éloignés, et j'ai appris que vous veniez de commencer aux archives du Matin Éternel. » Clara resta silencieuse un instant, surprise. L'homme poursuivit calmement, « Parce que j'ai travaillé là-bas pendant 32 ans. Et je sais exactement ce que vous venez de découvrir. » Il marqua une longue pause avant d'ajouter, d'une voix plus basse, « Le dossier 49. Il ne faut pas le chercher. Pas tout seul. » Clara sentit son cœur battre un peu plus fort dans sa poitrine. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. Le vieux reporter répondit simplement, « Parce que ce dossier a déjà fait beaucoup de mal. » Et il continue, puis il raccrocha sans un mot de plus. Clara resta assise, le téléphone encore à la main, écoutant le silence qui avait repris possession de la pièce. Dehors, la pluie continuait de tomber, régulière et apaisante. Au dehors, la ville semblait lointaine. Ici, dans les archives, quelque chose d'invisible venait de se mettre en mouvement. Et quelque part, dans l'ombre des étagères infinies, le dossier 49 attendait. Après l'appel de Paul Moreau, Clara resta longtemps assise à son bureau, le téléphone encore dans la main. Le silence des archives lui parut soudain plus lourd. La lampe à abat-jour vert diffusait une lumière douce, mais elle ne parvenait plus à apaiser l'agitation qui montait doucement en elle. Elle rangea lentement ses affaires, éteignit la lampe et quitta le bâtiment. Dehors, la pluie avait redoublé. Elle remonta le col de son manteau et marcha vers la station de métro, l'esprit encore occupé par les paroles du vieux reporter. Ce dossier a déjà fait beaucoup de mal. Et il continue. Ces mots tournaient en boucle dans sa tête. Ce soir-là, chez elle, Clara ne parvint pas à se détendre complètement. Elle prépara un dîner simple, mais mangea sans réel appétit. Assise à sa petite table de cuisine, elle relut plusieurs fois les notes qu'elle avait prises dans la journée. La boîte vide, l'absence totale de traces dans le système informatique.
La voix fatiguée de Paul Moreau. Tout cela formait un tableau étrange et incomplet. Elle essaya de se raisonner. Après tout, il ne s'agissait que d'un vieux dossier administratif. 30 ans s'étaient écoulés. La plupart des personnes impliquées devaient être âgées, voire décédées. Pourquoi une telle affaire provoquerait-elle encore une telle méfiance aujourd'hui? Pourtant, quelque chose dans le ton de Paul l'avait marqué. Il n'avait pas parlé avec peur, mais avec une lassitude profonde, celle de quelqu'un qui avait déjà payé un prix élevé pour sa curiosité. Avant de se coucher, Clara ouvrit son carnet une dernière fois et nota simplement « Dossier 49 Affaires Valmont 1994 ». Paul Moreau, ancien journaliste sur l'affaire, a rencontré. Elle referma le carnet, éteignit la lumière et s'allongea dans le noir. La pluie continuait de frapper doucement contre la fenêtre de sa chambre. Allongée dans l'obscurité, Clara laissa ses pensées vagabonder. Elle se demanda ce qu'elle ressentirait si elle décidait d'abandonner maintenant, de ranger ce dossier dans un coin de son esprit et de continuer son travail normalement. Mais elle savait déjà que ce ne serait pas possible. Une curiosité calme, presque obstinée, s'était installée en elle. Elle voulait comprendre pourquoi un simple dossier pouvait encore faire peur après 30 ans. Et surtout, elle voulait savoir ce qu'il contenait vraiment. Dehors, la pluie tombait sans relâche. Dans le silence de sa chambre, Clara ferma les yeux. Demain, elle retournerait aux archives. Et elle commencerait à chercher. Les jours suivants, Clara s'habitua progressivement au rythme lent et silencieux des archives. Chaque matin, elle arrivait un peu avant 8 heures, allumait sa lampe à abat-jour vert et commençait à classer les documents qui lui étaient confiés. Le travail était répétitif, mais elle y trouvait une forme de paix. Le bruit de la pluie contre les fenêtres, le froissement doux du papier, le silence presque religieux qui régnait entre les murs. Tout cela l'apaisait. Pourtant, le dossier 49 ne quittait pas complètement ses pensées. Un après-midi, alors qu'elle avait terminé ses tâches du jour plus tôt que prévu, elle décida de descendre à nouveau au sous-sol. Cette fois, elle emporta un petit carnet et un stylo. Elle voulait simplement comprendre. Elle retrouva facilement la boîte numéro 49. Elle était toujours vide. Avec beaucoup de patience, Clara entreprit de vérifier les boîtes voisines. Elle ouvrit la 48, puis la 50, puis la 47 et la 51. Toutes contenaient des dossiers complets, bien rangés, avec leurs étiquettes intactes. Seule la boîte 49 restait désespérément vide. Elle nota soigneusement la date sur son carnet, 12 octobre 2024. Puis elle remonta et consulta une nouvelle fois le système informatique. Toujours aucune trace, comme si le dossier n'avait jamais existé. Ce soir-là, elle resta plus tard que d'habitude. Assise à son bureau, elle regarda longuement la petite note que Paul Moreau lui avait laissée par téléphone. Ces mots tournaient en boucle dans son esprit. Ce dossier a déjà fait beaucoup de mal. Et il continue. Pourquoi un simple dossier vieux de 30 ans provoquait-il encore une telle réaction? Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle allait essayer de reconstituer le dossier elle-même, pièce par pièce. Elle commença par chercher dans les microfilms des éditions du journal datant de 1994. Elle passa des heures à faire défiler les pages jaunies sur l'écran lumineux. Elle trouva plusieurs articles qui mentionnaient vaguement l'affaire Valmont, mais chaque fois que le texte semblait sur le point de donner des détails concrets, il était étrangement tronqué ou suivi d'un blanc. Plus elle avançait, plus elle constatait des anomalies. Certaines pages avaient été photocopiées de travers. D'autres semblaient avoir été remplacées par des articles sans rapport avec l'affaire. Dans un cas, un article entier avait été retiré et remplacé par une publicité pour des assurances datant de 2007. Clara sentit une curiosité plus profonde s'installer en elle. Ce n'était plus seulement une boîte vide. C'était comme si quelqu'un avait activement tenté d'effacer toute trace de cette affaire. Vers 18 heures, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, Bernard, l'employé qui l'avait accueilli le premier jour, passa près de son bureau. Il s'arrêta un instant et demanda d'une voix neutre. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» Clara hésita une seconde, puis répondit simplement. « Je regarde les archives de 1994. » Bernard hocha lentement la tête. Son regard sembla s'assombrir légèrement. « Faites attention à ne pas trop vous attarder sur certaines affaires anciennes. Certaines histoires préfèrent rester où elles sont. » Il lui adressa un sourire poli et continua son chemin. Clara resta seule dans le silence du bureau. Dehors,
La pluie avait repris, plus forte cette fois. Elle rangea lentement ses affaires, éteignit la lampe et quitta les archives. Mais tandis qu'elle marchait sous la pluie vers la station de métro, une pensée claire et insistante s'imposa à son esprit. Elle n'allait pas abandonner si facilement. Les jours qui suivirent furent marqués par une curiosité de plus en plus insistante. Clara continuait son travail quotidien avec application, mais une partie de son esprit restait fixée sur la boîte vide du sous-sol. Chaque fois qu'elle avait un moment libre, elle descendait vérifier si quelque chose avait changé. La boîte restait obstinément vide. Elle commença à prendre des notes précises dans son carnet. Date de ses visites, état des boîtes voisines, anomalies constatées dans les microfilms. Plus elle creusait, plus les irrégularités apparaissaient. Certaines pages des journaux de 1994 avaient été soigneusement découpées. D'autres avaient été remplacées par des articles qui n'avaient aucun lien avec l'affaire Valmont. Dans un cas, un long reportage sur un scandale financier avait été retiré et remplacé par une critique de restaurant datant de 2002. Clara sentait que ce n'était pas le résultat d'une simple négligence. Quelqu'un avait activement cherché à effacer les traces de cette affaire. Un soir, alors qu'elle était seule dans la salle des microfilms, elle trouva enfin un premier élément concret. Dans une boîte mal classée de l'année 1995, elle découvrit une enveloppe Kraft oubliée. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, une liste de noms tapés à la machine, avec des annotations manuscrites dans la marge. Parmi ces noms figurait celui de Valmont, entouré plusieurs fois, suivi d'un point d'interrogation. Son cœur s'accéléra légèrement. Elle photocopia la feuille avec soin et la glissa dans son carnet. Puis elle remonta à son bureau et resta un long moment à fixer cette liste sous la lumière de sa lampe. Qui étaient ces personnes? Pourquoi leur nom apparaissait-il lié à l'affaire Valmont? Et surtout, pourquoi cette feuille avait-elle été cachée dans une mauvaise boîte? Plus tard dans la soirée, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, elle croisa à nouveau Bernard dans le couloir. Il portait une pile de dossiers et semblait fatigué. Il s'arrêta en la voyant et demanda d'une voix basse: « Vous travaillez encore à cette heure ?» Clara hésita, puis répondit simplement: « Je termine quelques recherches. » Bernard la regarda un instant en silence, puis hocha lentement la tête. « Soyez prudente, mademoiselle Moreau. Certaines affaires anciennes ont la particularité de ne pas vouloir être réveillées. » Il continua son chemin sans ajouter un mot. Clara resta immobile dans le couloir un moment, écoutant le bruit de ses pas qui s'éloignaient. Cette nuit-là, chez elle, elle ne parvint pas à trouver le sommeil facilement. Allongée dans son lit, elle repensait à la boîte vide, à la liste de noms, à la voix rauque de Paul Moreau au téléphone, et à l'avertissement discret de Bernard. Pour la première fois, elle se demanda si elle n'était pas en train d'ouvrir une porte qu'il aurait peut-être mieux valu laisser fermer. Pourtant, au fond d'elle, une détermination calme et silencieuse grandissait. Elle voulait savoir. Le lendemain matin, Clara arriva aux archives plus tôt que d'habitude. Une fine bruine tombait encore sur la ville, donnant à la lumière du jour une teinte grise et diffuse. Elle descendit directement au sous-sol sans allumer son ordinateur. Elle voulait revoir la boîte 49 une fois de plus, comme pour s'assurer qu'elle n'avait pas rêvé. La boîte était toujours vide. Pourtant, quelque chose avait changé. Sur le fond intérieur de la boîte, là où la veille encore il n'y avait rien, elle découvrit une petite carte jaunie glissée tout au fond, presque invisible. Clara la prit avec précaution. Au recto, une écriture fine et élégante indiquait simplement « Affaire Valmont, pièce manquante numéro 7 ». Au verso, une date, 17 mars 1995. Son pouls accéléra légèrement. Quelqu'un avait déposé cette carte récemment. Ce n'était pas un oubli ancien. C'était un geste intentionnel. Elle remit la carte dans la boîte exactement où elle l'avait trouvée et remonta à son bureau. Pour la première fois, elle ressentit une forme de malaise calme. Ce n'était pas de la peur, mais plutôt la sensation nette que quelqu'un observait ses mouvements. Elle passa le reste de la matinée à travailler sur d'autres dossiers, mais son esprit restait fixé sur cette carte. Qui l'avait placée là? Et pourquoi maintenant, précisément le lendemain de sa première visite? Vers midi, elle décida d'appeler Paul Moreau. Elle composa le numéro qu'il lui avait laissé lors de son appel précédent. Après plusieurs sonneries, la voix rauque du vieux reporter répondit « Oui ». Clara parla d'une voix mesurée « Monsieur Moreau, c'est Clara.
J'ai trouvé quelque chose dans la boîte 49. Une carte avec une référence à une pièce manquante. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Puis Paul soupira profondément. Je craignais que cela n'arrive. Il marqua une nouvelle pause avant de continuer, plus bas. Écoutez-moi attentivement. Ne laissez cette carte à personne. Ne la photocopiez pas. Et surtout, ne parlez de cette découverte à personne d'autre qu'à moi. Clara sentit la gravité dans sa voix. Que s'est-il passé en 1994 demanda-t-elle doucement. Paul répondit après un moment, pas au téléphone. Nous devons nous voir. Il lui donna l'adresse d'un petit café tranquille près de la gare, et ils convinrent de se retrouver le lendemain soir à 19 h. Après avoir raccroché, Clara resta assise à son bureau, les mains posées à plat sur le bois usé. Dehors, la bruine avait laissé place à une pluie plus soutenue qui frappait doucement contre la fenêtre. Elle rangea lentement ses affaires, éteignit la lampe et quitta les archives. Tandis qu'elle marchait dans la rue humide, elle eut la nette impression que l'histoire du dossier 49 venait de commencer à se réveiller. Et qu'elle ne pourrait plus faire marche arrière. Le lendemain soir, la pluie avait enfin cessé, laissant derrière elle une ville humide et brillante sous les lumières des réverbères. Clara arriva au petit café près de la gare avec 10 minutes d'avance. L'endroit était calme, presque désert. Quelques clients âgés lisaient le journal ou discutaient à voix basse. Une odeur de café et de bois ciré flottait dans l'air. Elle choisit une table au fond de la salle, près d'une fenêtre embuée, et commanda un thé. Ses mains étaient légèrement froides. Elle ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. À 19 h précises, la porte du café s'ouvrit. Un homme entra lentement. Il devait avoir près de 70 ans. Grand, légèrement voûté, il portait un manteau gris foncé et une écharpe en laine. Ses cheveux blancs étaient clairsemés et ses yeux, derrière des lunettes fines, semblaient à la fois fatigués et très alertes. Paul Moreau. Il repéra Clara immédiatement et s'approcha de la table d'un pas mesuré. Il s'assit en face d'elle sans un mot superflu, retira son écharpe et commanda un café noir. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Paul observa Clara avec attention, comme s'il cherchait à lire en elle. Puis il posa ses mains jointes sur la table et commença d'une voix basse et calme, « Vous avez trouvé la carte. » Ce n'était pas une question. Clara hocha simplement la tête. Paul regarda un instant par la fenêtre embuée avant de poursuivre. « Il y a 30 ans, j'étais l'un des journalistes qui couvrait l'affaire Valmont. À l'époque, tout le monde pensait que c'était un simple scandale financier. Mais très vite, nous avons compris que c'était bien plus compliqué. » Il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Le dossier contenait des preuves compromettantes pour plusieurs personnes très influentes de l'époque. Des hommes politiques, des industriels, des juges. Quand les premiers articles ont commencé à paraître, la pression est devenue énorme. Clara l'écoutait sans l'interrompre. La voix de Paul était posée, mais elle sentait une fatigue ancienne derrière chaque phrase. Un matin, le dossier complet a disparu des archives. Toutes les copies ont été effacées. Les enregistrements audio ont été détruits. Même les notes personnelles des journalistes ont mystérieusement disparu. Il but une gorgée de café avant de continuer. J'ai passé des années à essayer de reconstituer ce qui s'était passé. Chaque fois que je pensais approcher de la vérité, des obstacles apparaissaient. Des documents qui s'égaraient, des témoins qui changeaient soudainement de version, des menaces à peine voilées. Paul regarda Clara droit dans les yeux. Et maintenant, 30 ans plus tard, ce dossier refait surface. À travers vous, un silence s'installa entre eux. Dehors, une voiture passa lentement dans la rue humide. Clara finit par demander doucement, « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Paul esquissa un sourire là. « Parce que vous êtes nouvelle. Parce que vous n'avez pas peur de poser des questions. Et peut-être, parce que vous êtes de la famille. » Il se pencha légèrement en avant. « Si vous voulez continuer cette enquête, je vous aiderai. Mais je dois vous prévenir, certaines vérités ont un prix. Et cette affaire en particulier n'a jamais vraiment été terminée. » Clara soutint son regard un long moment. Dehors, la nuit était tombée complètement. Le café semblait encore plus calme qu'à leur arrivée. Pour la première fois depuis son arrivée aux archives, Clara eut le sentiment très clair qu'elle venait de franchir une porte invisible. Et qu'il n'y avait plus de retour possible. Paul Moreau resta silencieux un long moment, les yeux perdus dans sa tasse de café presque vide. La lumière tamisée du café dessinait des ombres fines sur son visage marqué par les années. Clara attendait patiemment.
Elle sentait que chaque mot lui coûtait. Enfin, il reprit la parole, d'une voix encore plus basse. L'affaire Valmont n'était pas seulement une histoire d'argent détourné. Il y avait autre chose. Quelque chose de beaucoup plus grave. Des documents prouvaient que plusieurs personnes haut placées avaient utilisé leur position pour couvrir des faits très graves. Corruption, favoritisme, et même des disparitions suspectes. Il leva les yeux vers Clara. Le dossier 49 contenait les preuves. Pas toutes, mais suffisamment pour faire tomber des carrières et ébranler des institutions. C'est pour cela qu'il a disparu si rapidement. Clara sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Elle demanda doucement, « Et vous? Vous étiez proche de cette enquête ?» Paul hocha lentement la tête. « J'étais l'un des premiers à avoir accès aux documents. J'avais même commencé à écrire une série d'articles. Mais un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé mon appartement fouillé. Rien n'avait été volé, mais tous mes carnets de notes avaient disparu. Le lendemain, mon rédacteur en chef m'a convoqué et m'a demandé d'arrêter mes recherches. Il m'a dit que c'était, pour ma propre sécurité. » Un sourire amer passa sur ses lèvres. J'ai continué quand même, en secret, pendant des mois, jusqu'au jour où j'ai reçu une visite. 2 hommes en costume qui m'ont clairement fait comprendre que si je persistais, je risquais de finir comme certains témoins de l'affaire, disparus ou ruinés. Paul fit une longue pause. Sa main tremblait légèrement quand il porta la tasse à ses lèvres. J'ai fini par abandonner, pas par peur, mais par fatigue. J'ai vu trop de gens brisés par cette histoire. Alors j'ai rangé mes notes, j'ai demandé ma mutation dans un autre service, et j'ai fini ma carrière en couvrant des faits divers sans importance. Il regarda Clara avec une intensité nouvelle. Et maintenant, 30 ans plus tard, ce dossier revient, à travers une jeune archiviste qui porte le même nom que moi. Le hasard fait parfois des choses étranges. Clara resta silencieuse. Elle sentait que Paul ne lui disait pas tout, mais elle comprenait aussi qu'il avançait avec prudence, comme quelqu'un qui avait déjà payé cher pour sa curiosité. « Pourquoi acceptez-vous de m'aider aujourd'hui » demanda-t-elle finalement. Paul répondit sans hésiter, « Parce que je suis vieux maintenant. Parce que je n'ai plus grand-chose à perdre. Et parce que je n'ai jamais réussi à tourner complètement la page. Peut-être que vous arriverez là où j'ai échoué. » Il se pencha légèrement vers elle. « Mais je vous le répète, cette affaire est comme un puits profond. Plus on descend, plus l'obscurité devient dense. Si vous voulez continuer, nous devrons être extrêmement prudents. Pas de traces écrites inutiles. Pas de discussion au téléphone. Et surtout, personne d'autre ne doit savoir ce que nous faisons. » Clara hocha lentement la tête. Dehors, la nuit était calme. Seuls quelques passants traversaient la rue humide sous la lumière orangée des lampadaires. Paul termina son café et se leva avec une lenteur prudente. « Nous nous reverrons dans 3 jours. Même endroit, même heure. D'ici là, ne touchez plus à cette boîte. Et surtout, ne descendez plus au sous-sol seul. » Il enfila son manteau, salua Clara d'un signe de tête et sortit dans la nuit. Clara resta assise encore un long moment, les mains autour de sa tasse tiède. Pour la première fois, elle réalisa pleinement dans quoi elle venait de s'engager. Et pourtant, au fond d'elle, une détermination tranquille et silencieuse continuait de grandir. Les jours suivants passèrent dans une atmosphère étrange, à mi-chemin entre routine et tension silencieuse. Clara continuait d'accomplir ses tâches quotidiennes avec soin, mais une partie de son attention restait constamment tournée vers le dossier disparu. Elle évitait désormais de descendre seule au sous-sol, suivant le conseil de Paul Moreau, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à la petite carte jaunie qu'elle avait trouvée. Chaque soir, après avoir quitté les archives, elle relisait ses notes dans son carnet. La liste de noms découvertes dans la mauvaise boîte revenait souvent dans ses pensées. Elle avait commencé à faire des recherches discrètes sur certains d'entre eux, sans rien trouver de concluant pour l'instant. Le 3e soir après sa rencontre avec Paul, elle décida de pousser plus loin. Elle attendit que la plupart des employés soient partis et resta seule dans la salle de lecture du 1er étage. Là, elle accéda aux anciens microfilms des éditions de 1994 et 1995. Elle fit défiler les pages lentement, avec une patience infinie. Après plus de 2 heures de recherche, elle trouva enfin quelque chose d'intéressant. Dans l'édition du 22 mars 1995, un court article mentionnait l'affaire Valmont. Le texte était bref, presque anodin, mais une phrase attira particulièrement son attention. «
L'enquête menée par la brigade financière pourrait révéler des connexions inattendues au sein des plus hautes sphères de la ville. L'article était signé par Paul Moreau. Clara nota soigneusement la référence. C'était la première trace concrète qu'elle trouvait écrite par Paul lui-même. Elle continua à chercher et découvrit 2 autres articles signés de sa main, publiés les semaines suivantes. Chaque fois, le ton devenait un peu plus prudent, comme si l'auteur marchait sur des œufs. Puis, brusquement, plus rien. Après le 18 avril 1995, le nom de Paul Moreau disparaissait complètement des pages du journal concernant cette affaire. Comme s'il avait été retiré du dossier. Clara resta longtemps devant l'écran lumineux du lecteur de microfilm, à fixer ses dates. Le contraste était frappant, 3 articles en l'espace de quelques semaines, puis plus rien. Un silence soudain et total. Elle sentit que c'était là un premier véritable indice. Avant de partir, elle fit une dernière chose. Elle consulta le registre des consultations des archives pour l'année 1995. Après plusieurs minutes de recherche, elle trouva une entrée intéressante. Le 25 avril 1995, Paul Moreau avait consulté le dossier 49 pendant plus de 4 heures. Le lendemain, il n'avait plus jamais été autorisé à y accéder. Clara referma lentement le registre. Une image commençait à se former dans son esprit, celle d'un jeune journaliste ambitieux qui s'était approché trop près d'une vérité dangereuse. Elle quitta les archives tard ce soir-là. Dehors, l'air était froid et humide. Tout en marchant vers la station de métro, elle repensa à la voix fatiguée de Paul Moreau et à son avertissement. Elle comprenait maintenant un peu mieux pourquoi il avait abandonné à l'époque. Pourtant, au lieu de la décourager, cette découverte renforçait sa détermination. Elle voulait savoir ce qui s'était réellement passé en 1995. Elle voulait comprendre pourquoi tant de personnes avaient tant fait pour effacer toute trace de cette affaire. En rentrant chez elle, Clara ouvrit son carnet et écrivit une nouvelle ligne, d'une écriture plus ferme que d'habitude. Premiers indices. Article de Paul Moreau, mars-avril 1995. Consultation du dossier 49 par Paul le 25 avril 1995. Accès ensuite refusé. Elle referma le carnet et regarda par la fenêtre de son appartement. La ville était calme. Seules quelques lumières brillaient encore dans la nuit. Clara savait que les premières pistes étaient là, fragiles mais réelles. Et qu'il était désormais trop tard pour reculer. Le lendemain matin, Clara arriva aux archives avec une détermination nouvelle. Elle passa la première partie de la journée à accomplir ses tâches habituelles, mais dès qu'elle eut un moment de calme, elle descendit discrètement dans la salle des microfilms. Cette fois, elle savait exactement ce qu'elle cherchait. Elle fit défiler les éditions du journal avec plus de méthode. Elle concentra ses recherches sur la période entre mars et mai 1995. Après une heure de travail patient, elle trouva un autre élément intéressant. Dans l'édition du 3 avril 1995, un article signé par Paul Moreau mentionnait pour la première fois le nom de Valmont de manière plus précise. Il parlait d'un important transfert de fonds réalisé par une société offshore vers plusieurs comptes liés à des personnalités locales. Le ton de l'article était mesuré, presque prudent, mais on sentait entre les lignes une tension palpable. Clara nota la référence et continua. Quelques jours plus tard, dans l'édition du 12 avril, un nouvel article de Paul apparaissait. Cette fois, il évoquait des connexions possibles avec des membres du conseil municipal. L'article était plus court que les précédents et se terminait par une phrase énigmatique. Des questions restent en suspens. Des réponses pourraient bientôt être apportées. Puis, plus rien. Après le 18 avril 1995, aucun article signé par Paul Moreau ne mentionnait plus l'affaire Valmont. C'était comme si une main invisible avait soudainement coupé le fil. Clara resta un long moment devant l'écran, à réfléchir. Elle imaginait le jeune journaliste qu'avait été Paul, plein d'énergie et de conviction, voyant progressivement ses articles être censurés ou édulcorés. Elle comprenait mieux maintenant la fatigue qu'elle avait perçue dans sa voix lors de leur rencontre. En fin d'après-midi, elle remonta à son bureau et ouvrit son carnet. Elle ajouta plusieurs lignes. Article de Paul Moreau, 22 mars, 3 avril et 12 avril 1995. Disparition soudaine des publications après le 18 avril. Consultation du dossier 49 par Paul le 25 avril. Flèche vers la droite. Accès refusé ensuite. Elle referma le carnet et regarda par la fenêtre.
La lumière du jour commençait déjà à baisser. Ce soir-là, elle décida de préparer la rencontre du lendemain avec Paul. Elle voulait lui montrer ce qu'elle avait trouvé et lui poser des questions plus précises. Elle sentait qu'il détenait encore beaucoup de pièces du puzzle, mais qu'il les révélait avec une extrême prudence. Avant de quitter les archives, elle passa une dernière fois devant la salle des archives physiques. Elle ne descendit pas, mais resta un instant devant la porte, à regarder l'escalier qui menait au sous-sol. Elle se demanda combien de personnes avant elle avaient tenté de reconstituer ce dossier. Combien avaient abandonné en chemin, et combien avaient payé un prix pour leur obstination. En rentrant chez elle sous la lumière des réverbères, Clara sentit un mélange de calme et d'excitation tranquille. Les premières pistes étaient là, fragiles, incomplètes, mais réelles. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle avait l'impression de ne plus avancer seule dans l'ombre. Paul Moreau marchait à ses côtés désormais, même si elle ne savait pas encore jusqu'où il était prêt à l'accompagner. Les jours passaient avec une lenteur presque solennelle aux archives. Clara continuait son travail quotidien avec application, mais son esprit était de plus en plus occupé par l'affaire Valmont. Elle sentait qu'elle avançait doucement, comme quelqu'un qui marche dans un brouillard épais, percevant seulement des formes vagues. Paul Moreau lui avait donné rendez-vous pour une deuxième rencontre 3 jours plus tard. En attendant, elle décida de suivre une piste qu'il lui avait suggérée lors de leur première discussion. Contacter certains anciens employés du journal qui avaient travaillé à l'époque de l'affaire. Elle commença par dresser une liste discrète de noms. Grâce aux registres internes, elle identifia 5 personnes encore en vie qui avaient exercé au Matin Éternel entre 1993 et 1997. La première qu'elle contacta fut Madame Leclerc, une ancienne secrétaire de rédaction aujourd'hui âgée de 72 ans. Clara lui téléphona un après-midi, se présentant simplement comme la nouvelle archiviste. La conversation fut polie, mais distante. Madame Leclerc se souvenait vaguement de l'affaire Valmont, mais prétendit n'avoir jamais eu accès aux détails. Quand Clara mentionna le nom de Paul Moreau, la vieille dame marqua un long silence avant de répondre « Paul. Oui, je me souviens de lui. Un bon journaliste, très sérieux, mais il s'est un peu égaré sur cette affaire. » Elle refusa poliment de donner plus de détails et mit rapidement fin à l'appel. La deuxième personne contactée fut M. Duval, un ancien correcteur. Celui-ci se montra plus loquace au début. Il confirma que l'affaire Valmont avait fait beaucoup de bruit en interne pendant quelques semaines. Puis, soudain, tout avait été étouffé. Quand Clara lui demanda s'il savait pourquoi, il répondit d'une voix hésitante. Il y avait beaucoup de pression venant d'en haut. Des appels, des visites. Ce genre de choses. Puis, comme s'il regrettait déjà d'en avoir trop dit, il changea rapidement de sujet et finit par écourter la conversation. Clara nota soigneusement chaque échange dans son carnet. Elle remarquait un schéma récurrent. Personne ne niait l'existence de l'affaire, mais tous semblaient réticents à en parler en détail. Les silences étaient plus révélateurs que les mots. Le troisième ancien employé qu'elle contacta fut Madame Berger, une ancienne journaliste qui avait travaillé aux faits divers à l'époque. Contrairement aux autres, elle accepta de la rencontrer en personne dans un petit parc près de chez elle. La rencontre eut lieu un après-midi gris et calme. Madame Berger, une femme élégante aux cheveux blancs coupés courts, arriva avec une canne et un sourire prudent. Elles s'assirent sur un banc. Après quelques échanges polis sur le temps et les archives, Clara aborda doucement le sujet. Madame Berger regarda les arbres dénudés devant elle pendant un long moment avant de répondre. L'affaire Valmont était dangereuse. Pas parce qu'elle impliquait des criminels ordinaires, mais parce qu'elle touchait des gens respectables en apparence. Des gens qui avaient du pouvoir. Elle tourna la tête vers Clara. Paul Moreau était l'un des plus acharnés. Il croyait vraiment qu'il pouvait faire éclater la vérité. Nous étions plusieurs à le mettre en garde. Mais il ne voulait rien entendre. Clara demanda calmement. « Savez-vous ce qui s'est passé exactement ?» Madame Berger secoua lentement la tête. Je sais seulement qu'après quelques semaines, tout a été enterré. Les articles ont cessé, les témoins se sont tus. Et Paul, il n'a plus jamais été le même. La vieille journaliste posa sa main sur celle de Clara avec une douceur inattendue. Soyez prudente, mon enfant. Certaines vérités sont comme des pierres trop lourdes. Une fois qu'on les soulève, on ne peut plus les reposer facilement. Clara rentra aux archives ce soir-là avec un mélange de frustration et de fascination.
Elle avait l'impression de tourner autour d'un secret sans parvenir encore à en saisir le cœur. Mais elle sentait aussi que les pièces commençaient lentement à s'assembler. Clara passa les jours suivants à poursuivre ses entretiens discrets avec d'anciens employés. Elle rencontra M. Lambert, un ancien photographe du journal, dans une petite brasserie du centre-ville. L'homme, âgé de 68 ans, avait une mémoire visuelle remarquable. Il se souvenait parfaitement des visages et des atmosphères de l'époque. Quand elle évoqua l'affaire Valmont, M. Lambert devint soudain plus réservé. Il tourna longuement sa cuillère dans son café avant de répondre. « J'ai pris beaucoup de photos pendant cette période. Des réunions, des conférences de presse, des gens qui entraient et sortaient du journal. Mais un jour, on m'a demandé de ne plus couvrir ce sujet. On m'a dit que c'était une affaire sensible. » Clara demanda doucement s'il avait encore ses photos. L'ancien photographe secoua lentement la tête. « Elles ont toutes disparu. Un soir, mon casier a été vidé. Plus aucune trace, comme si je n'avais jamais travaillé sur ce dossier. » Il regarda Clara avec une expression fatiguée. « Vous savez, dans ce métier, on apprend vite qu'il y a des histoires qu'il vaut mieux ne pas raconter. » Celle-là en faisait partie. Chaque témoignage ajoutait une couche supplémentaire au mystère sans jamais vraiment le révéler. Clara notait tout avec soin, les silences, les regards fuyants, les phrases inachevées. Elle commençait à comprendre que le véritable secret n'était peut-être pas seulement dans ce que le dossier contenait, mais dans la façon dont il avait été effacé. Le dernier entretien qu'elle obtint fut avec Madame Rousseau, une ancienne assistante de direction qui avait travaillé directement avec le rédacteur en chef de l'époque. La rencontre eut lieu dans son appartement, un petit logement calme rempli de livres et de plantes. Madame Rousseau, une femme de 75 ans au regard vif, l'accueillit avec une courtoisie distante. Elles parlèrent d'abord de choses anodines, puis Clara orienta doucement la conversation vers l'affaire Valmont. La vieille dame resta silencieuse un long moment, les mains posées sur ses genoux. « Cette affaire a créé une véritable onde de choc au journal, dit-elle enfin. Pendant quelques semaines, l'ambiance était électrique. Puis, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. C'était comme si une main invisible était descendue du sommet et avait tout figé. » Elle regarda Clara droit dans les yeux. Paul Moreau était l'un des plus impliqués. Il refusait d'abandonner. Je me souviens qu'il passait des nuits entières à travailler sur ce dossier. Et puis, il a changé. Il est devenu plus silencieux, plus méfiant. Un jour, il a simplement arrêté d'en parler. Clara demanda avec précaution. « Savez-vous ce qu'il a fait renoncer ?» Madame Rousseau répondit d'une voix presque inaudible. « Je crois qu'il a reçu une visite. Quelqu'un qui lui a fait comprendre que continuer serait une très mauvaise idée. Pas seulement pour lui, mais aussi pour les gens qu'il aimait. » Un lourd silence s'installa dans le salon. Avant de partir, Madame Rousseau posa une main légère sur le bras de Clara et lui dit doucement « Vous semblez être une jeune femme sérieuse. Réfléchissez bien avant d'aller plus loin. Certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment plus jamais complètement. » Clara rentra chez elle tard ce soir-là, l'esprit saturé d'informations fragmentées. Elle s'assit à sa table et relut toutes ses notes. Les témoignages se recoupaient sur un point essentiel. L'affaire Valmont avait été brutalement étouffée au printemps 1995. Et Paul Moreau avait été au cœur de cette tempête silencieuse. Elle referma son carnet et regarda par la fenêtre. La nuit était calme, mais dans sa tête, les questions se multipliaient. Demain, elle retrouverait Paul Moreau. Et cette fois, elle était déterminée à obtenir des réponses plus précises. Le jour de la deuxième rencontre avec Paul Moreau arriva sous un ciel bas et gris. Clara se rendit au même petit café près de la gare, un peu avant l'heure prévue. Elle choisit la même table au fond de la salle et commanda un thé. Son carnet était posé devant elle, fermé, mais elle en connaissait déjà presque chaque ligne par cœur. Paul arriva à l'heure exacte. Il semblait encore plus fatigué que lors de leur première rencontre. Son manteau était humide de la bruine qui tombait dehors. Il s'assit en face d'elle sans un sourire, commanda un café noir et attendit que la serveuse s'éloigne. Clara ne perdit pas de temps. Elle ouvrit son carnet et lui montra les références des articles qu'elle avait trouvés. Paul les regarda longuement, les yeux plissés derrière ses lunettes. Un léger sourire amer apparut sur ses lèvres. « Vous avez bien travaillé » murmura-t-il. Il passa lentement son doigt sur les dates qu'elle avait notées. « Ces 3 articles, c'est tout ce que j'ai réussi à faire publier.
Après le troisième, on m'a clairement fait comprendre que je devais arrêter. Clara demanda calmement. Que s'est-il passé exactement après le 18 avril 1995 ? Paul resta silencieux un long moment. Il semblait peser chaque mot avant de le prononcer. Le 19 avril au soir, j'ai reçu un appel du rédacteur en chef. Il m'a demandé de venir immédiatement à son bureau. Quand je suis arrivé, il n'était pas seul. Il y avait 2 hommes que je n'avais jamais vus. Ils portaient des costumes impeccables et parlaient avec une politesse glaciale. Paul but une gorgée de café, puis continua. Ils m'ont dit qu'ils représentaient des intérêts supérieurs. Ils m'ont expliqué que l'affaire Valmont était beaucoup plus complexe que je ne l'imaginais et qu'il serait préférable pour tout le monde que je mette fin à mes recherches. Ils ont été très clairs. Si je continuais, ma carrière serait terminée, et peut-être pas seulement ma carrière. Clara sentit un frisson discret lui parcourir le dos. Ils vous ont menacé ? Paul secoua lentement la tête. Pas directement, c'était plus subtil. Ils m'ont parlé de ma femme, de mes enfants, de ma réputation. Ils m'ont rappelé que la vie pouvait devenir très compliquée pour quelqu'un qui pose trop de questions. Il regarda Clara avec une intensité nouvelle. Le lendemain matin, quand je suis arrivé au journal, mon accès au dossier 49 avait été révoqué. Tous mes fichiers sur l'affaire avaient disparu de mon ordinateur. Même mes notes manuscrites, que je gardais dans un tiroir fermé à clé, n'étaient plus là. Clara resta silencieuse. Elle imaginait la scène, un jeune journaliste ambitieux se retrouvant soudain face à un mur invisible et infranchissable. Paul se pencha légèrement en avant et baissa encore la voix. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas réussi à effacer complètement. Il sortit de la poche intérieure de son manteau une vieille enveloppe jaunie, pliée avec soin. Il la posa sur la table entre eux. J'avais fait une copie de certains documents chez moi, en secret. Je les ai gardés toutes ces années. C'est le seul élément concret qu'il me reste. Clara regarda l'enveloppe sans oser la toucher. Paul la poussa doucement vers elle. C'est votre tour maintenant, mais avant que vous l'ouvriez, je dois vous poser une question importante. Il la regarda droit dans les yeux. Êtes-vous vraiment prête à découvrir ce que contient cette enveloppe ? Parce qu'une fois que vous l'aurez vue, vous ne pourrez plus prétendre que ce n'est qu'un simple dossier oublié. Clara resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur l'enveloppe jaunie. Dehors, la bruine continuait de tomber doucement contre les vitres du café. Clara regarda longuement l'enveloppe jaunie posée sur la table entre eux. La lumière tamisée du café faisait ressortir les plis anciens du papier. Elle leva les yeux vers Paul Moreau. « Oui, répondit-elle simplement, je suis prête. » Paul hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Il poussa l'enveloppe un peu plus près d'elle. Clara la prit avec précaution. Le papier était épais et légèrement rugueux. Elle l'ouvrit avec soin et en sortit 3 feuilles pliées. La première était une photocopie d'un document officiel daté du 14 février 1994. Il s'agissait d'un transfert bancaire important de plusieurs millions de francs, réalisé depuis un compte offshore vers une société anonyme basée en Suisse. Le nom du bénéficiaire final avait été soigneusement masqué avec du correcteur blanc. La deuxième feuille était une note manuscrite, écrite de la main de Paul lui-même à l'époque. On y lisait « Valmont n'est pas la tête. Il n'est que l'intermédiaire. Les vrais destinataires sont plus hauts. Beaucoup plus hauts. » La troisième feuille était la plus troublante. Il s'agissait d'une liste de 6 noms, tous accompagnés de fonctions importantes. Jacques Valmont, directeur financier. René Carlier, député. Marie-Thérèse Dumont, présidente de commission. Édouard Lambert, juge d'instruction. Philippe Moreau, le nom était barré plusieurs fois. Antoine Kessler, industriel. À côté du nom de Philippe Moreau, quelqu'un avait écrit au crayon « Trop proche ». Retiré. Clara sentit un poids froid s'installer dans sa poitrine. Elle leva les yeux vers Paul. « Philippe Moreau, c'est vous ?» Paul resta silencieux un long moment avant de répondre d'une voix sourde. « Oui. C'était moi. » Il regarda par la fenêtre embuée, comme si les souvenirs revenaient avec force. « J'étais sur la liste des personnes à neutraliser. Pas physiquement, du moins pas directement. Mais ils avaient trouvé un moyen de me faire taire. Ils savaient que j'étais trop impliqué. Trop proche de la vérité. » Clara reposa doucement les feuilles sur la table. « Qu'avez-vous fait après avoir reçu ces menaces ?» Paul laissa échapper un long soupir. « J'ai eu peur. Pour ma femme. Pour mes enfants. J'ai rangé ces documents chez moi, dans un endroit que je pensais sûr, et j'ai fait semblant d'abandonner.
J'ai accepté une mutation dans la rubrique des sports. J'ai fait profil bas pendant des années. Il se tourna vers Clara, le regard grave. Mais je n'ai jamais vraiment oublié. Ces papiers sont restés cachés pendant 30 ans. Vous êtes la première personne à qui je les montre depuis tout ce temps. Clara regarda à nouveau la liste de noms. Certains lui étaient vaguement familiers. Des personnalités qui avaient marqué la vie politique et économique de la région à l'époque. Que s'est-il passé avec Jacques Valmont ? Demanda-t-elle. Paul répondit d'une voix presque inaudible. Il est mort 3 mois après le début de l'affaire. Officiellement, c'était un suicide. Mais je n'y ai jamais cru. Un silence lourd s'installa entre eux. Dehors, la bruine s'était transformée en une pluie fine et persistante. Paul se pencha légèrement vers Clara et murmura « Ce que vous tenez entre vos mains est le seul fragment qui reste du dossier 49. Si quelqu'un apprend que vous l'avez vu, les choses pourraient devenir compliquées. » Clara referma lentement l'enveloppe et la glissa dans son sac. Elle regarda Paul Moreau avec une détermination calme. « Je ne compte pas m'arrêter là. » Paul la contempla un long moment, puis hocha la tête avec une sorte de résignation mêlée de respect. « Alors nous continuerons ensemble, mais à partir de maintenant, nous devons être encore plus prudents. » Il se leva lentement, enfila son manteau et ajouta avant de partir, « Gardez ces documents en lieu sûr. Nous en reparlerons bientôt. » Clara resta seule à la table, l'enveloppe pesant lourdement dans son sac. Pour la première fois, elle avait entre les mains un véritable indice concret. Et avec lui, le sentiment très net que l'affaire Valmont venait de sortir de l'ombre. Les jours qui suivirent la deuxième rencontre avec Paul Moreau furent marqués par un calme apparent et une tension intérieure grandissante. Clara continuait à accomplir ses tâches aux archives avec la même rigueur, mais son esprit était ailleurs. L'enveloppe jaunie que Paul lui avait confiée restait cachée chez elle, dans un tiroir fermé à clé. Elle l'avait relu plusieurs fois, tard le soir, essayant de comprendre toutes les implications de ces documents. Elle sentait maintenant que l'affaire Valmont n'était pas seulement un vieux scandale financier. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus dangereux, qui avait poussé des gens puissants à effacer méthodiquement toutes les traces. Un matin, elle décida de pousser plus loin ses recherches sur les personnes mentionnées dans la liste. Elle commença par Jacques Valmont, l'homme dont le nom donnait son titre à l'affaire. Elle trouva rapidement son avis de décès dans les archives du journal. Suicide par pendaison dans sa résidence secondaire, le 12 juin 1994. L'article était bref, presque clinique. Aucune mention de l'enquête en cours. Aucune allusion au transfert d'argent. Clara nota la date. C'était seulement 4 mois après le début présumé de l'affaire. Elle passa ensuite au nom suivant, René Carlier, le député. Celui-ci était encore en vie, mais il avait pris sa retraite politique depuis longtemps. Elle trouva plusieurs interviews récentes où il parlait de sa longue et honnête carrière. Pas un mot sur l'affaire Valmont. Plus elle avançait, plus le schéma devenait clair. Tous les noms présents sur la liste avaient soit disparu de la scène publique, soit réécrit leur propre histoire pour en effacer toute trace compromettante. L'après-midi du 4e jour, elle reçut un appel inattendu sur son téléphone professionnel. C'était Bernard, l'employé qui l'avait accueilli le premier jour. « Mademoiselle Moreau, pourriez-vous passer dans mon bureau ?» Sa voix était polie, mais elle y perçut une note inhabituelle. Quand elle arriva, Bernard était assis derrière son bureau, les mains jointes. Il lui fit signe de s'asseoir. « J'ai remarqué que vous passiez beaucoup de temps sur les archives de 1994 et 1995, dit-il sans préambule. Clara resta silencieuse. Bernard continua, d'une voix calme mais ferme. « Je ne sais pas ce que vous cherchez exactement, mais je vous conseille vivement d'être prudente. Certaines affaires anciennes ont encore des ramifications. Des gens qui n'apprécient pas qu'on remue le passé. » Il marqua une pause, puis ajouta « Je dis cela pour votre bien. » Clara sentit son cœur battre un peu plus fort, mais elle garda une expression neutre. « Je fais simplement mon travail, » répondit-elle doucement. Bernard la regarda longuement, puis hocha la tête. « Bien sûr, mais sachez que je ne suis pas le seul à avoir remarqué votre intérêt pour le dossier 49. » Il n'ajouta rien de plus. Clara quitta son bureau avec une sensation désagréable. Pour la première fois, elle avait l'impression très nette d'être surveillée. Ce soir-là, elle retrouva Paul Moreau dans un autre café, plus éloigné du centre-ville. Elle lui raconta l'entretien avec Bernard. Paul l'écouta sans l'interrompre,
le visage grave. Il commence à s'inquiéter, murmura-t-il enfin. C'est bon signe, cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Il se pencha légèrement vers elle. Mais cela veut dire aussi que nous devons redoubler de prudence. À partir de maintenant, nous ne nous verrons plus dans les mêmes endroits. Nous changerons de lieu à chaque rencontre. Et nous limiterons nos appels. Clara hocha la tête. Elle sentait que l'enquête était en train de changer de nature. Ce n'était plus seulement une curiosité intellectuelle. C'était devenu quelque chose de plus sérieux. Quelque chose qui pouvait encore faire peur, 30 ans après les faits. Les semaines suivantes furent marquées par une prudence accrue. Clara et Paul se voyaient désormais une fois par semaine, toujours dans un endroit différent. Un petit salon de thé en périphérie, une bibliothèque municipale, parfois même un banc dans un parc éloigné. Ils parlaient à voix basse, changeaient régulièrement de numéro de téléphone prépayé et évitaient autant que possible les communications écrites. Malgré cette atmosphère de conspiration discrète, Clara continuait à avancer dans ses recherches aux archives. Elle avait développé une méthode méthodique. Elle cherchait non plus directement l'affaire Valmont, mais des éléments périphériques. Des mouvements de personnel inhabituels en 1995, des démissions soudaines, des mutations inattendues. Chaque petite anomalie devenait un indice potentiel. Un après-midi, elle découvrit quelque chose de particulièrement troublant. Dans les registres du personnel de 1995, elle trouva la trace de 3 employés qui avaient quitté le journal entre avril et juin de cette année-là. Tous les 3 avaient travaillé de près ou de loin sur les pages économiques et judiciaires. Le premier, un correcteur, avait donné sa démission sans explication 2 semaines après la publication du dernier article de Paul. Le deuxième, une assistante de rédaction, avait demandé un congé maladie prolongé et n'était jamais revenue. Le troisième, un jeune journaliste stagiaire, avait simplement disparu des registres, sans aucune mention de départ officiel. Clara nota ces 3 noms avec soin. Elle sentait qu'elle touchait à quelque chose d'important. Lors de leur rencontre suivante, elle montra sa liste à Paul. Le vieux reporter devint très silencieux en lisant les noms. Son visage se ferma. « Je me souviens d'eux, dit-il enfin d'une voix sourde. Le stagiaire, il s'appelait Thomas. Il était brillant. Il m'aidait à recouper les informations sur Valmont. Un jour, il n'est plus venu travailler. On m'a dit qu'il avait eu un accident de voiture. Je n'ai jamais cru à cette version. » Paul regarda Clara avec une gravité nouvelle. « Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai abandonné à l'époque. Ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour protéger les gens autour de moi. » Clara sentit le poids de ses mots. Elle demanda doucement, « Pensez-vous que ces départs étaient liés à l'affaire » Paul hocha lentement la tête. « J'en suis convaincu, ils ont fait le ménage. Pas de façon spectaculaire, mais efficace. Des carrières brisées, des vies déplacées, des silences imposés. Tout cela sans jamais avoir à recourir à la violence visible. C'était plus propre, plus discret. Un long silence s'installa entre eux. Clara regardait les notes dans son carnet. Tous ces noms, toutes ces vies qui avaient été touchées ou brisées par une affaire dont presque plus personne ne parlait aujourd'hui. « Pourquoi personne n'a jamais rien dit » murmura-t-elle. Paul répondit avec une tristesse calme, « Parce que la peur est une chose très puissante. Et parce que la plupart des gens préfèrent vivre en paix plutôt que de chercher la vérité à tout prix. » Il se pencha légèrement vers elle. « Mais vous, vous êtes différente. Vous posez les questions que je n'ai plus osé poser il y a 30 ans. » Clara referma lentement son carnet. Dehors, la nuit était tombée. La ville semblait paisible, presque indifférente. Pourtant, elle sentait maintenant que derrière cette tranquillité apparente se cachait un réseau de mensonges anciens et de silences soigneusement entretenus. Et qu'elle était en train de tirer sur un fil qui pouvait encore tout faire trembler. La rencontre suivante eut lieu dans un petit jardin public à l'écart du centre-ville, un endroit calme où les bancs étaient souvent vides en cette saison. Paul arriva le premier. Il était assis sur un banc, les mains posées sur sa canne, le regard perdu dans les arbres dénudés. Quand Clara s'approcha, il lui fit un signe discret de la tête et attendit qu'elle s'asseye à ses côtés. Ils restèrent un moment sans parler, laissant le silence du parc les envelopper. Le vent froid faisait bruisser les feuilles mortes sur le sol. Paul finit par rompre le silence d'une voix basse. « Il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite. » Clara tourna légèrement la tête vers lui, attentive. L'affaire Valmont n'était pas seulement professionnelle pour moi. Elle était aussi personnelle. Il marqua une longue pause avant de continuer. Philippe Moreau n'était pas seulement mon nom de journaliste.
C'était mon vrai nom à l'époque. J'ai dû le changer après les événements. Clara resta silencieuse, surprise par cette révélation. Paul continua, le regard fixé sur un point lointain. Jacques Valmont n'était pas un inconnu pour moi. Je le connaissais depuis plusieurs années. Nous avions été amis dans notre jeunesse. Nous avions même travaillé ensemble sur certains projets avant qu'il ne devienne cette figure importante dans le monde de la finance. Il laissa échapper un soupir fatigué. Quand j'ai commencé à enquêter sur l'affaire, je pensais encore que je pourrais le protéger, que je pourrais limiter les dégâts. Je me disais que si je trouvais la vérité, je pourrais l'aider à s'en sortir. Mais plus j'avançais, plus je comprenais que Valmont n'était pas la victime. Il était l'un des maillons d'une chaîne beaucoup plus large. Paul tourna enfin la tête vers Clara. J'ai découvert qu'il avait servi d'intermédiaire pour des sommes considérables. De l'argent qui provenait de marchés publics truqués, de contrats gonflés, de faveurs accordées en échange de services. Et cet argent ne disparaissait pas dans des paradis fiscaux anonymes. Il revenait directement dans les poches de personnes très haut placées. Clara demanda doucement, « Et vous? Vous avez essayé de le prévenir ?» Paul hocha lentement la tête. « Oui, je suis allé le voir chez lui un soir. Je lui ai montré certaines preuves que j'avais rassemblées. Je lui ai dit qu'il pouvait encore s'en sortir s'il acceptait de témoigner. » Il eut un sourire amer. Il m'a regardé avec une tristesse infinie et m'a répondu, « Paul, tu ne comprends pas. Il est déjà trop tard pour moi. Et si tu continues, il sera bientôt trop tard pour toi aussi. » Paul se tut un long moment. Le vent froid faisait trembler les branches au-dessus d'eux. 3 semaines plus tard, il était mort. Et moi, j'étais sur la liste. Clara sentit le poids de ces révélations. Elle comprenait maintenant pourquoi Paul avait gardé ces documents pendant 30 ans. Ce n'était pas seulement une affaire journalistique pour lui. C'était une histoire personnelle, chargée de regrets et de culpabilité. « Pourquoi me raconter tout cela maintenant ?» demanda-t-elle finalement. Paul la regarda avec une sincérité tranquille. « Parce que je suis fatigué de porter ce secret seul. Parce que vous êtes la première personne depuis très longtemps qui semble capable d'aller jusqu'au bout sans se laisser effrayer. Et parce que, je crois que vous avez le droit de savoir à quoi vous vous exposez réellement. » Il posa une main légère sur le bras de Clara. « Mais je vous le répète, vous pouvez encore arrêter. Personne ne vous en voudra. Cette affaire a déjà brisé suffisamment de vies. » Clara resta silencieuse, le regard perdu dans les allées du parc désert. Elle sentait que le chemin qu'elle avait choisi devenait de plus en plus étroit. Et pourtant, elle n'avait aucune envie de faire demi-tour. Clara resta silencieuse un long moment, laissant les paroles de Paul résonner dans son esprit. Le vent froid continuait de faire bruisser les feuilles mortes autour d'eux. Le parc était presque désert, ce qui rendait leur conversation encore plus intime et pesante. « Je ne veux pas arrêter, » dit-elle finalement d'une voix calme mais ferme. « Pas maintenant. » Paul la regarda longuement. Il y avait dans ses yeux un mélange de fatigue, de résignation et d'une certaine forme de respect. « Très bien, » répondit-il. « Alors nous allons continuer, mais à partir d'aujourd'hui, nous devons changer notre façon de procéder. » Il se redressa légèrement sur le banc. « Nous ne nous verrons plus aussi souvent. Une rencontre toutes les 2 semaines maximum. Nous utiliserons uniquement des lieux publics très fréquentés ou au contraire très isolés. Jamais 2 fois au même endroit. Et nous limiterons les appels téléphoniques au strict minimum. » Clara hocha la tête. Elle comprenait la nécessité de cette prudence. Paul continua, « J'ai encore quelques documents cachés chez moi. Des notes personnelles que je n'ai jamais osé détruire. Je vais les apporter progressivement lors de nos prochaines rencontres. Mais je ne veux pas tout sortir d'un coup. C'est trop risqué. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Et vous, de votre côté, vous devez continuer à travailler normalement aux archives. Ne changez rien à vos habitudes. Si quelqu'un vous observe, il ne faut surtout pas qu'il remarque un changement de comportement. » Clara sentit le poids de ces nouvelles règles. L'enquête, qui avait commencé comme une simple curiosité, prenait maintenant l'allure d'une opération discrète et délicate. « Est-ce que vous pensez vraiment que nous sommes en danger ?» demanda-t-elle. Paul répondit avec une honnêteté brutale, « Pas de danger immédiat. Pas comme il y a 30 ans. Mais les gens qui étaient impliqués à l'époque sont encore vivants pour certains. Et surtout, leur réputation et leur héritage sont en jeu. Cela peut suffire à les rendre nerveux. » Il se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. « Rentrez chez vous maintenant. Nous nous reverrons dans 15 jours. D'ici là, ne prenez aucun risque inutile. » Avant de partir,
Il posa une dernière fois sa main sur l'épaule de Clara. Et merci, merci de ne pas avoir abandonné. Cela fait très longtemps que je n'avais plus ressenti cela. Clara le regarda s'éloigner lentement dans l'allée du parc, silhouette voûtée mais encore droite. Elle resta assise sur le banc un long moment après son départ. Le froid commençait à traverser son manteau, mais elle ne bougeait pas. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle prenait pleinement conscience de la gravité de ce qu'elle était en train de faire. Ce n'était plus seulement une enquête sur un vieux dossier. C'était une plongée dans un passé qui avait brisé des vies et fait taire des voix. Et elle venait de choisir d'y entrer pleinement. La 15e nuit après leur dernière rencontre, Clara et Paul se retrouvèrent dans une petite librairie indépendante ouverte tard le soir. L'endroit était presque vide, seulement éclairé par des lampes chaleureuses et rempli d'une odeur rassurante de vieux livres. Paul arriva avec un sac en tissu usé qu'il posa discrètement sur la table entre eux. Il semblait plus tendu que d'habitude. « J'ai apporté le reste » murmura-t-il. Il sortit lentement plusieurs documents pliés avec soin. Certains étaient jaunis par le temps, d'autres avaient été protégés dans des pochettes plastiques transparentes. Clara les regarda sans les toucher immédiatement. Elle sentait que ce moment était important. Paul commença à parler d'une voix basse et mesurée. « Ce que vous allez voir maintenant est tout ce qui reste du dossier 49. J'ai gardé ces pièces pendant 30 ans, cachées dans différents endroits. Je n'ai jamais osé les détruire, mais je n'ai jamais non plus osé les montrer à quiconque. » Il déplia la première feuille. C'était une copie d'un contrat daté du 8 janvier 1994. Un accord entre la société de Jacques Valmont et une entreprise publique pour la construction d'un complexe sportif. Le montant indiqué était anormalement élevé. « Regardez bien les signatures, » dit Paul. Clara examina le document. À côté de celle de Valmont, il y avait 3 autres signatures. 2 noms lui étaient inconnus. Le 3e était celui de René Carlier, le député mentionné sur la liste. Paul continua, « Ce contrat était truqué. Les travaux ont coûté 2 fois moins cher que ce qui était facturé. La différence a été répartie entre plusieurs personnes. Valmont servait d'intermédiaire, mais il n'était pas le cerveau. Il n'était qu'un exécutant. » Il déplia une 2e feuille. Il s'agissait d'un relevé bancaire codé. Cet argent n'a pas disparu dans des paradis fiscaux lointains. Il est revenu directement dans des comptes situés en France, sur des sociétés écrans appartenant à des personnes très proches du pouvoir local et régional. Clara sentit son pouce accélérer légèrement. Paul posa enfin la dernière pièce sur la table. C'était une note manuscrite, écrite sur du papier à en-tête du journal. « C'est la dernière chose que j'ai écrite avant d'arrêter mes recherches. » Clara lut les quelques lignes. « Valmont n'est qu'un pion. Les véritables bénéficiaires sont Carlier, Dumont et Kessler. Ils ont utilisé le système pour détourner plus de 40 millions. Si cette information sort, plusieurs carrières et réputations seront détruites. » Paul resta silencieux un long moment avant d'ajouter. « Le jour où j'ai écrit ça, j'ai reçu la visite dont je vous ai parlé. Le lendemain, j'ai tout arrêté. » Clara regarda les documents étalés devant elle. Pour la première fois, elle avait une vision claire de ce qu'avait été l'affaire Valmont. Non pas un simple scandale financier, mais un réseau organisé de corruption impliquant des personnalités politiques et économiques importantes. Elle leva les yeux vers Paul. « Pourquoi personne n'a jamais rien dit publiquement ?» Paul répondit avec une tristesse profonde, « Parce que le système protège les siens. Ceux qui ont tenté de parler ont été discrédités, menacés ou ruinés. Les autres ont préféré fermer les yeux pour préserver leur carrière et leur tranquillité. » Il rassembla lentement les documents et les remit dans le sac en tissu. Voilà ce qu'était le dossier 49. Pas une simple affaire de détournement d'argent, mais la preuve d'un système pourri jusqu'à la moelle. Clara resta silencieuse, les mains posées à plat sur la table. Elle venait de recevoir la révélation qu'elle cherchait depuis des semaines. Et pourtant, au lieu d'un sentiment de victoire, elle ressentait surtout un poids lourd et calme. Le poids de la vérité. Clara resta longtemps silencieuse après que Paul eut rangé les documents. La petite librairie était presque vide maintenant. Seul le bruissement occasionnel d'une page tournée et le tic-tac lointain d'une horloge venaient troubler le calme. Elle finit par demander d'une voix calme, « Qu'est-il arrivé aux autres personnes impliquées ?» Paul répondit sans la regarder tout de suite, les yeux fixés sur la table. René Carlier a terminé sa carrière politique sans jamais être inquiété.
Il a même été décoré de la Légion d'honneur quelques années plus tard. Marie-Thérèse Dumont est devenue présidente d'une grande commission parlementaire. Quant à Antoine Kessler, l'industriel, il a continué à développer ses affaires et a fini par vendre son groupe pour une somme considérable avant de prendre sa retraite dans le sud de la France. Il laissa échapper un petit rire sans joie. Ils ont tous très bien réussi. Comme si rien ne s'était jamais passé. Clara sentit une vague de déception calme l'envahir. « Et Valmont » demanda-t-elle. Paul tourna enfin la tête vers elle. Valmont a été le seul à payer publiquement. Son suicide a été présenté comme le geste d'un homme accablé par la culpabilité. L'enquête a été rapidement clôturée. Tout le monde a pu tourner la page. Sauf ceux qui savaient. Il se pencha légèrement en avant et baissa encore la voix. Ce qui m'a toujours le plus troublé, ce n'est pas qu'ils aient détourné de l'argent. C'est qu'ils l'aient fait avec une telle facilité, et qu'ils aient réussi à effacer presque toutes les traces sans que personne ne s'en émeuve vraiment. Le système les a protégés. Et il continue de le faire. Clara regarda les documents une dernière fois avant que Paul ne les range définitivement dans son sac. « Pourquoi personne n'a jamais repris l'enquête après vous » demanda-t-elle. Paul haussa légèrement les épaules. « Parce que c'était devenu trop dangereux. Et parce que le temps a fait son œuvre. Les gens oublient, les nouvelles affaires arrivent, la vie continue. 30 ans plus tard, presque plus personne ne se souvient du nom de Valmont. » Il se tut un instant, puis ajouta avec une pointe de mélancolie, « Sauf nous. » Un long silence s'installa entre eux. Clara sentait maintenant toute la portée de ce qu'elle venait d'apprendre. Ce n'était pas seulement une histoire de corruption ancienne. C'était l'histoire d'un système qui avait fonctionné parfaitement, protégeant les puissants et faisant taire les curieux. Paul la regarda avec une expression à la fois grave et bienveillante. « Vous avez maintenant toutes les pièces principales. Vous savez ce que contenait le dossier 49. La question est, que voulez-vous en faire ?» Clara ne répondit pas immédiatement. Elle regarda par la vitrine de la librairie. Dehors, la nuit était calme et froide. Quelques passants marchaient rapidement, emmitouflés dans leurs manteaux. Elle se sentait à la croisée des chemins. D'un côté, elle pouvait choisir de tout arrêter, de ranger ses documents et de continuer sa vie normalement. De l'autre, elle pouvait décider d'aller plus loin. Paul respecta son silence. Il savait que cette décision ne pouvait pas être prise à la légère. Finalement, Clara releva la tête et dit d'une voix posée, « Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais je sais que je ne peux plus faire comme si je n'avais rien vu. » Paul hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Alors nous continuerons ensemble, mais cette fois, nous devons être extrêmement prudents. » Il se leva avec difficulté, s'appuyant sur sa canne. « Rentrez chez vous, nous reparlerons bientôt. » Clara le regarda partir lentement dans la nuit. Elle resta assise encore un long moment dans la librairie silencieuse. Pour la première fois depuis le début de cette enquête, elle avait l'impression de porter un poids bien plus lourd que ce qu'elle avait imaginé. Les jours qui suivirent la révélation furent étrangement calmes en surface, mais intérieurement agités. Clara reprenait son travail aux archives chaque matin avec la même rigueur, mais elle sentait que quelque chose avait changé en elle. Les documents que Paul lui avait montrés occupaient une grande partie de ses pensées. Elle les avait soigneusement rangés chez elle, dans un endroit qu'elle espérait sûr. Elle évitait désormais de descendre au sous-sol sans raison valable. Elle se contentait d'observer de loin, notant mentalement les allées et venues des autres employés. Bernard la saluait toujours poliment, mais elle percevait désormais une vigilance discrète dans son regard. Un après-midi, alors qu'elle classait des documents récents, elle reçut un message sur son téléphone professionnel. C'était un numéro inconnu. Le message était court, « Arrêtez de fouiller. Ce n'est pas votre affaire. » Clara fixa l'écran pendant un long moment. Son cœur battait plus fort, mais elle ne paniqua pas. Elle effaça le message et nota simplement la date et l'heure dans son carnet personnel. Elle ne parla pas de ce message à Paul lors de leur rencontre suivante. Elle voulait d'abord comprendre par elle-même ce que cela signifiait. Paul, de son côté, semblait plus fatigué que jamais. Lors de leur rendez-vous dans un petit restaurant discret en périphérie, il lui confia « J'ai réfléchi longuement ces derniers jours. Peut-être que nous devrions tout arrêter maintenant. Nous avons déjà beaucoup plus que ce que j'avais espéré retrouver. » Clara le regarda calmement. « Vous voulez vraiment abandonner, après tout ce temps ?» Paul soupira et passa une main sur son visage. « Je ne veux pas que vous subissiez le même sort que moi. J'ai passé 30 ans à regarder par-dessus mon épaule.
Je ne souhaite cela à personne, surtout pas à vous. Clara resta silencieuse un moment, puis répondit avec une douceur ferme. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour m'arrêter maintenant. Je veux savoir jusqu'au bout. Paul la contempla longuement. Il y avait dans son regard une fierté mêlée d'inquiétude. Vous me rappelez celui que j'étais à votre âge, murmura-t-il. Têtu, idéaliste, convaincu que la vérité méritait tous les risques. Il se pencha légèrement en avant. Mais sachez que la vérité n'apporte pas toujours la paix. Parfois, elle ne fait que compliquer les choses. Clara hocha lentement la tête. Je suis prête à l'accepter. Ils restèrent un long moment sans parler, laissant le bruit discret des conversations autour de remplir le silence. Avant de se séparer, Paul lui dit une dernière chose. Si vous décidez vraiment de continuer, nous devrons préparer la suite avec beaucoup de soin. Il ne s'agit plus seulement de découvrir ce qui s'est passé. Il s'agit maintenant de décider ce que nous allons faire de cette vérité. Clara rentra chez elle tard ce soir-là. Elle s'assit à sa table de cuisine et relut une nouvelle fois toutes ses notes. Les documents, les témoignages, les silences, les menaces à peine voilées. Elle sentait que l'enquête approchait d'un point de non-retour. Et pour la première fois, elle se posa la question que Paul lui avait posée plusieurs fois. Que ferait-elle une fois qu'elle connaîtrait toute la vérité? Allait-elle tout révéler? Allait-elle tout garder pour elle? Ou allait-elle choisir une troisième voie, plus prudente et plus complexe? La nuit était déjà bien avancée quand elle éteignit enfin la lumière. Mais le sommeil tarda à venir. Clara passa les jours suivants dans un état de réflexion profonde. Elle continuait à travailler aux archives avec son habituelle rigueur, mais son esprit était constamment tourné vers la décision qu'elle devait prendre. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle relisait ses notes et les documents que Paul lui avait confiés. Elle les connaissait presque par cœur maintenant. Un soir, alors qu'elle était assise à sa table de cuisine, elle prit une feuille blanche et écrivit 3 options. Tout arrêter et ranger définitivement le dossier. Continuer l'enquête seule, sans rien divulguer pour l'instant. Préparer une révélation publique, avec toutes les conséquences que cela impliquerait. Elle resta longtemps à fixer ces 3 lignes. La première option était la plus raisonnable. La plus sûre. Elle pourrait reprendre une vie normale, sans crainte ni pression. Mais elle savait déjà qu'elle ne pourrait plus regarder son travail aux archives de la même façon. La deuxième option lui permettait de satisfaire sa curiosité sans mettre sa vie en danger. Elle pourrait creuser encore un peu, comprendre complètement ce qui s'était passé, et garder le secret pour elle. La troisième option était la plus risquée. Révéler publiquement ce qu'elle savait pourrait déclencher une tempête. Des carrières pourraient être compromises, des réputations détruites, et elle deviendrait elle-même une cible. Clara posa son stylo et se leva. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la ville endormie. Elle pensa à Paul Moreau, à toutes ces années passées dans le silence et les regrets. Elle pensa à Jacques Valmont, mort dans des circonstances troubles. Elle pensa aux autres noms sur la liste, qui avaient continué leur vie comme si de rien n'était. Puis elle pensa à elle-même. À 27 ans, elle avait encore toute la vie devant elle. Était-elle prête à risquer cette vie pour une vérité vieille de 30 ans? Elle retourna à la table et barra lentement la première option. Il ne restait plus que 2 choix. Le lendemain matin, elle retrouva Paul dans un parc éloigné. Il faisait froid, mais le ciel était clair. Elle lui parla de ses réflexions. Paul l'écouta sans l'interrompre, les mains posées sur sa canne. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un long moment avant de répondre. « Je ne peux pas prendre cette décision à votre place. Mais je peux vous dire une chose, j'ai choisi le silence il y a 30 ans pour protéger ma famille. Je l'ai regretté chaque jour depuis. » Il la regarda avec une grande douceur. « Quelle que soit votre décision, je la respecterai. Si vous voulez arrêter, nous arrêterons. Si vous voulez continuer, je vous aiderai jusqu'au bout. » Clara hocha lentement la tête. Elle sentait que le moment approchait où elle devrait choisir. Pour l'instant, elle décida de ne rien précipiter. Elle continuerait à travailler normalement, à observer, à réfléchir. Mais au fond d'elle, elle savait déjà que le silence n'était plus une option viable. L'histoire du dossier 49 l'avait trouvée. Et elle n'était pas encore prête à la laisser repartir. 6 mois avaient passé depuis que Clara avait découvert les derniers documents du dossier 49. Le printemps était revenu sur la ville. Les arbres des parcs avaient retrouvé leurs feuilles, et une lumière plus douce baignait les rues le matin. Clara travaillait toujours aux archives du matin éternel, mais elle n'était plus la même jeune femme timide qui avait franchi la lourde porte en bois 6 mois plus tôt.
Son regard était plus calme, plus posé. Ses gestes étaient mesurés, comme ceux de quelqu'un qui a appris à porter un secret sans se laisser écraser par lui. Elle n'avait pas rendu les documents publics. Après de longues nuits de réflexion, elle avait choisi une troisième voie, plus discrète et plus durable. Avec l'aide de Paul Moreau, elle avait constitué un dossier complet et anonyme, contenant toutes les preuves essentielles. Ce dossier avait été déposé chez un notaire de confiance, avec des instructions précises. Il ne serait ouvert que si quelque chose arrivait à Clara ou à Paul. Ils avaient également préparé une version numérisée, cryptée, répartie sur plusieurs supports sécurisés. Paul avait retrouvé une forme de paix qu'il n'avait plus connue depuis très longtemps. Il venait parfois aux archives rendre visite à Clara. Ils parlaient peu, mais leur silence était maintenant complice. Un après-midi de mai, Clara descendit une dernière fois au sous-sol. Elle s'arrêta devant la boîte numéro 49. Elle était toujours vide. Avec un geste lent et délibéré, elle y déposa une petite carte sur laquelle elle avait écrit à la main « Dossier 49 Affaires Valmont 1994 ». La vérité existe. Elle attend simplement le bon moment. Elle referma doucement la boîte et remonta. Ce soir-là, elle retrouva Paul dans le même petit café où ils s'étaient vus pour la première fois. Ils s'assirent à leur table habituelle. Paul la regarda longuement et demanda « Regrettes-tu d'avoir ouvert cette porte ?» Clara réfléchit un instant avant de répondre avec un léger sourire « Non. Je ne regrette pas, j'ai appris beaucoup de choses. Sur le passé, sur le pouvoir, sur le silence, et sur moi-même. » Paul hocha la tête avec une expression de profonde satisfaction. « Tu as fait ce que je n'ai pas su faire à ton âge. Tu as trouvé la vérité sans te laisser détruire par elle. C'est déjà une victoire. » Ils restèrent un long moment sans parler, savourant simplement la tranquillité du lieu. Dehors, la vie continuait. Les gens marchaient dans la rue, pressés ou nonchalants, ignorant complètement ce qui s'était joué dans l'ombre pendant ces 6 mois. Clara savait que le dossier 49 ne serait probablement jamais rendu public de son vivant. Mais elle savait aussi qu'il existait désormais, complet et préservé. Et que cela suffisait. Paul leva sa tasse de café en un toast silencieux. Clara l'imita. Dans le calme du café, 2 générations se regardaient avec une compréhension profonde et muette. L'histoire du dossier 49 n'était pas terminée. Mais elle avait trouvé, enfin, des gardiens dignes d'elle.